Sénégal, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices de BF1. J'espère que tout le monde se porte bien, que le week-end s'est très bien passé et que cette nouvelle semaine démarre de la meilleure des manières possibles. Nous sommes très heureux de vous compter parmi les téléspectateurs de BF1 et surtout parmi les fidèles du Loft. Vous nous honorez de votre fidélité et on vous en remercie. Aujourd'hui, on est au début d'une nouvelle semaine, un sujet qui nous intéresse, qui vous intéresse, on en parle avec nos invités. Mais avant tout propos, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous une invitée et non des moindres. C'est un arbre multifruitier, c'est comme ça qu'elle se définit. Donc, on va donc voyager dans son univers multiple et multiforme. De qui il s'agit? Pour ma part, moi, je la découvre il y a quelques années en arrière à travers ceci. Regardez. Hélène Prisca pour le changement de mentalité. Oui, c'est toi et moi, oui, c'est moi et toi qui devons voir au-delà de ceux qui se fait voir. Toi et moi, la nature nous a unis. Toi et moi, la nature pourrait nous punir. Toi et moi, même l'alphabet nous a liés. Avant C, c'est B, après B, c'est C pour te dire que ça ne doit jamais cesser, non. Blessé, mon cœur est blessé quand je pense qu'on risque d'inscrire notre histoire sur une liste noire. Faut que tu saches que jamais on ne se lâchera. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on pense, faut qu'on avance, j'additionne les divisions que je soustrais des additions de nos unions. Bon sang, sauvons les innocents de nos nations. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, tu sais, ne laisse personne enterrer cet thème. Yalène, plus de problème, plus de dilemme. Écoute ce poème. Pour la même continuité et la même suite. Peace and love. Et si l'amour est notre jour, et si ce n'est ni la nuit le jour, et si ce n'était que mon tout, et si toi parles un peu d'amour, et si, et si, et si, et si, et si. Et c'est Prisca. Bonjour, comment ça va? Ça va. Ça va super bien? Ça va très bien. Un peu fatiguée, mais ça va. Mais ça va, t'as la forme. Oui, ça va toujours. T'as la pêche. J'ai envie de dire, en fait, t'as toujours la même tête, mais les deux autres là, ils n'ont plus la même tête. Moi, je change pas. Hein. Oui, et il va falloir que tu partages ce truc-là. Hein. Non, je pense que c'est génétique. C'est génétique et puis il faut faire un peu, tu vois, un peu d'effort. Il faut se priver un peu. Voilà. Donc, normalement, si c'est génétique et qu'on fait un peu de transfusion sanguine, ça marche ou pas? Donc, tu veux... On teste tout. Non, pas, on va pas... Je t'aime pas jusque-là. C'est une histoire de famille, hein? C'est vrai, mais bon, demande à ton père, Zongo. D'accord. À notre père. Papa, j'espère que tu es témoin de ce qui se passe là. Parce que lui aussi, hein, il est... Non, il lui cherche pas aussi. Donc, non, mais même lui, c'est dire que je suis dans la bonne famille. Yeah. Alors, on a vu cette vidéo, c'est comme je le disais en intro, moi c'est là que je te découvre, mais Prisca, comme tu le dis toi-même, c'est un arbre multifruitier. Donc, artiste, chanteuse, rappeuse, animatrice télé, radio, humoriste, actrice de cinéma. Qu'est-ce que je dois ajouter encore dedans? Businesswoman. Businesswoman, naturellement. TikTokeuse. Mais bon, ça Elle va. compte l'argent et puis elle dit qu'il n'y en a pas. Elle fait à manger et puis elle n'invite pas ses voisines. Bon, décidément, tout ça, ça fait partie de toi. Yeah. Mais tout ça, ça commence quand même très, très, très tôt dans ta vie. Tu es star très vite. Bon, moi j'aime pas me définir comme star. J'aime dire que je suis... je m'exprime en tant qu'artiste très vite. D'accord. Voilà, je me vois plus comme une artiste qu'une star, en fait. Donc ça commence très vite, c'est vrai. Comment à ça l'âge se fait que tu te retrouves à faire du rap? En fait, il faut dire que c'est mon grand frère, celui qui m'a initié au rap. Il s'appelle Isaac, voilà, Isaac Alerts. Donc, c'est lui qui était dans le même posse, c'est comme ça qu'on dit, avec Almighty et tout, à l'époque. Donc, il avait sa clique d'amis qui venaient à la maison et il répétait. Et moi, je traîne avec les hommes depuis voilà, que je suis plus jeune. Donc, moi, je les écoutais. Et puis après, quand ils partaient, je répétais les tests comme un petit perroquet. Donc, il a dit, mais je ne me concentre pas sur toi et tu arrives à donner ce rendu-là. Et si on travaille sérieusement? Et c'est comme ça qu'il commence à me faire travailler des textes et tout, et tout, et tout. Et puis, il voit que ça peut donner quelque chose. Donc, on forme un groupe.
Et on commence à participer à des concours de rap. Et une fois, le Coast to Coast, Jean-Marc Guirandou, paix à son âme, organise un concours et nous, on sort les premiers. Et donc, à la clé, c'était une production. C'est comme ça que mon aventure dans le rap commence. T'avais quel âge? J'avais 13 ans quand j'ai sorti mon premier album. Sinon, je pense que je suis rentrée dans le rap, j'avais 11 ans. 11 ans. Yeah. D'accord. 13 ans, on a droit à ce clip-là. Il y a Est-ce 13 qu'on ans. peut avoir un petit aperçu? Là, elle est haute comme 3 pommes. Bon, elle est toujours haute comme 3 pommes, mais bon. Non, 5 pommes. Alors, la sable, le flow, le style. Yes. Ça, c'était les codes. C'est les baggy. On appelait ça les flottes. Voilà. Alors, comment, justement, tu vis ton adolescence dans cet univers de garçons de rap? Ben, c'est vrai que je la vis un peu différemment par rapport à mes amis, parce que mon frère qui m'a initié au rap, il était un peu dur. Il était un peu dur, donc je ne m'amusais pas beaucoup. Il fallait que je répète mes textes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment des textes poétiques avec voilà, des rimes et tout. Et il fallait que je bosse 3 couplets de textes, souvent de 30 mesures. Il fallait que je fasse mes exercices d'articulation. Donc, quand il me donnait des choses à faire qu'il venait de trouver que je n'avais pas fait, voilà quoi. Il me ramenait, voilà, travailler. Donc, je ne me suis pas vraiment beaucoup amusée comme... Donc, tu n'as pas eu le temps de faire une crise d'adolescence? Non du tout. Hé, crise d'adolescence là, c'est quand tes parents ont l'argent que tu fais crise d'adolescence. Non, je ne sais pas. Et comment ça se passait avec l'école? Mon père, j'ai toujours été une bonne élève. Donc mon père m'a dit, moi j'ai aucun souci. Tant que tu continues de me ramener voilà, de bons résultats scolaires, moi il n'y a pas de souci. Tu fais ta musique. D'accord. Donc c'était le deal. À 13 ans, tu étais au début du collège? Oui, j'étais en 6e. Voilà. Donc, ensuite, tu évolues quand même? Oui, je vais jusqu'au BTS, en BTS Communication d'entreprise. On m'a raconté une histoire concernant ton bac. Ok. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, donc tu vas Dis-moi. me dire dans quelles conditions tu as fait ton bac. Ah non, dans des conditions normales. Bah, c'est vrai que quand j'arrive à l'oral, il y a un professeur qui me reconnaît comme chanteuse et c'était à l'oral d'anglais. So, il me demande, are you a singer? Je dis, yes, I'm a singer. Can you sing a song for me? Donc, c'est comme ça comment je fais mon oral de truc. Donc, j'ai chanté en anglais. Ouais, Ouais. classe. J'étais bien en anglais déjà, donc j'ai chanté en anglais. Il m'a donné mon 17, mon petit 17, et puis voilà. C'est le BTS, quand je passais le BTS, j'étais ici. Ok. J'étais à Ouaga, et on devait faire un clip par rapport à l'album Poto Poto. Donc j'ai dû partir, voilà, composer. Et c'est vrai que le BTS, je ne l'ai pas eu la première année, je l'ai eu la deuxième année. Parce que la première année, j'étais dans les voyages, beaucoup. Bougé beaucoup. Voilà. D'accord. Alors, c'est vrai que tu commences très jeune et très rapidement, tu es repéré par les plus grands. Yeah. Comment tu le vis? Je le vis bien parce que j'ai toujours été une personne qui a la tête sur les épaules. Et puis, vous savez, hein, on est le produit de son éducation et tout. Mon père, il a vraiment tablé sur voilà, le respect des aînés, le respect de tout le monde et tout et tout. Donc, moi, j'ai eu aucun souci. J'ai respecté les grands. J'ai été attentive, donc c'est passé très facilement. Et puis, je ne suis pas une fille à chichi. Voilà, je ne suis pas une fille chichi. Vous avez pu suivre ma métamorphose physique. Je suis pas, à l'époque, j'étais très petit garçon. Du coup, voilà, ça passait crème. Avec Alpha Blondy, comment se fait la rencontre? Avec mon père, Alpha Blondy, on reprend une chanson de lui, Rastapoué, sur un de nos albums. Et puis, on est invité à une émission télé, Afrique Étoile Plus, à l'époque. Et à cette émission, il y avait toujours un parrain artistique, et c'était lui. Donc, il me voit, et vous savez que Alpha, c'est un oufouettiste. Donc, j'ai chanté une de mes chansons qui, justement, parlait de oufouet, voilà, et puis avec tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire et tout. Et donc, il a aimé. Et donc, il a dit, waouh, cette petite, je l'aime, je l'invite pour Paris, Bercy, devant toute la nation.
Ok, C'est comme ça. Moi, j'y croyais pas, jusqu'à ce que je me retrouve à Paris-Bercy. quand même. Quand même, j'avais 16 ans. Ok. Attends, non, on imagine. Une jeune fille, tu as 16 ans. Tu fais ce que tu aimes, genre, c'est ton kiff. Yeah. Et là, tu te retrouves propulsée, genre, Yeah. Paris-Bercy. Paris-Bercy. Comment tu fais ça? D'abord, j'arrive à Paris, j'arrive en retard parce que les papiers prennent un peu de temps. Donc, Alpha, lui, il est déjà là-bas avec toute son équipe et tout. Donc, moi, je n'ai pas le temps de répéter. Ah, et Alpha, c'est du reggae. Nous, on avait fait la chanson en version rap. Donc, moi, j'ai juste le temps de dire au batteur, quand moi j'arrive, je veux qu'on me donne un truc groove, raga et tout. Donc, tout le monde avait peur parce que c'est une scène immense, c'est un stade. Et c'est mon baptême de feu. Donc, tout le monde était stressé pour moi. Donc, quand Alpha monte sur scène, il fait le début de la chanson et puis il dit après, Prisca, viens ma fille, ok. Et quand je monte sur scène, et je déchire quand je finis, le public crie. Ouah. Et donc, tous ceux qui sont là-bas, tonton Bouba, tout le monde, ils me portent comme un trophée, quoi. Ah Ils sont ouais. contents. Je n'ai pas versé le visage du pays. Donc, voilà. Et depuis lors, on est en contact et voilà. C'est pour moi, avoir Alpha Blondy, c'est un honneur parce que c'est un monument. Absolument. Voilà. Tu es un monument aussi. Oh, Ah bah, tu bien sais, sûr. voilà, je ne suis pas encore le monument à sa dimension. T'es mais- sur la bonne voie, Si, forcément. c'est sûr. Et ensuite, on te découvre dans une émission télé. Yeah. Avec Zongo, là? Oui, oui, oui. Si. C'est quoi le délire, ça? Parce Le qu'on délire? s'attendait vraiment pas à te voir dans ça. En fait, comme j'ai commencé par la radio, Oui. à Abidjan, avec Marie-Catherine Kwasi, et je suis allée à Bamako. C'est une histoire de garçon. Je suis allée voir un chéri à Bamako. Et puis, c'était au début de la crise en Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, dans la période de crise. Et donc, avant la fin de mon séjour, ça explose. Et donc, je ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées et tout. Et donc, il sait que moi, j'aime cuisiner le chéri en question. Donc, il me dit, bon, en attendant, est-ce qu'au lieu de rester dans un appartement meublé, tu ne voudrais pas qu'on te prenne une maison et tout? Moi, je dis, oui, mais Kedjenou me manque et tout et tout. Donc, on me prend un appartement. Et Zongo arrive à Bamako pour un spectacle. Et il était au Sénégal et puis il arrive. Et je lui dis que papa, il ne faut pas retourner au Sénégal, il faut rester avec moi. Parce que je connaissais personne à part le mec. Ouais. Donc je dis, papa, reste avec moi, s'il te plaît, il faut rester ici. Donc il reste et il mûrit ce projet-là. D'accord. Voilà. Et puis moi, je m'incruste dans le projet. Et comme on s'entend super bien avant, donc on fait l'émission, voilà, le JTZ, le journal télévisé de Zongo. Et du coup, c'est toi qui conçois à où travailler. C'est des personnages qu'on conçoit ensemble. D'accord. Voilà, moi je lui dis, papa, moi je veux ça. Et puis voilà, lui il brode le personnage. Parce que comment tu peux le présenter. Petit marteau qui casse gros. Non, caillou. à Bamako, c'était plutôt à où travailler, c'était Pri, c'était la Bangui, c'était Negedjourou, voilà tous ces personnages-là. Et quand je viens à Abidjan, c'est vrai que je travaille aussi à partir de Aou. Et Aou, c'est mon prénom à la base, mon prénom Baoulé. Et donc je le garde et je le développe. Voilà. D'accord. Et en ce moment, tu te doutais que tu avais cette fibre humoristique-là Non, ou pas si. du tout? Non, tu l'as. Tu l'as. Moi je suis le cube d'assaisonnement des rencontres avec mes amis. J'ai toujours été comme ça. Je suis pétillante, je fais rire tout le monde et tout. Donc j'avais déjà ça. Et c'est ce que, depuis même Poto Awadi me disait, t'as ça, t'as quelque chose. Et dans mon entourage, tout le monde se marre quand je parle et tout. Donc avec Zongo, il a fait sortir ça. Et arrivé à Abidjan, c'est vrai que grâce à Dibeu et tout, j'ai pu me surpasser et aller dans le stand-up. Sinon, j'avais déjà ça. Et ils m'ont juste aidé à travailler, à le sortir, à le professionnaliser. Et ce qui est sûr, c'est que de tout ton parcours, on va dire que tu écris et tu continues d'écrire. Oui. Donc l'écriture et toi, ça commence à quel moment de ta carrière? Ça commence au moment où mon grand frère m'annonce qu'il ne veut plus faire groupe avec moi. Oh, Voilà, voilà. C'est lui qui écrivait toutes mes chansons. Donc à ce moment-là, je suis perdue. Je lui dis non, tu ne peux pas me faire ça. Donc ma carrière d'artiste s'arrête et tout et tout et tout. Et puis il ne revient pas sur sa décision. Et dans le temps,
bon, tu sais, moi, je marche beaucoup avec les hommes, donc j'étais avec Fadaldé, je marchais beaucoup avec Fadaldé et Net Soul. Donc, ils avaient un projet et Fadaldé m'a dit, je veux que tu fasses une intervention rap sur cette chanson. Je lui dis, mais papa, je ne sais pas écrire. Il dit, si, tu sais écrire. Je dis, je ne sais pas. Il dit, si, tu me fais un couplet, ta. Donc, c'est dans cette pression que j'écris mon premier couplet. D'accord. Et c'est magnifique, c'est beau. Tu t'en souviens? Non, pas vraiment. C'est il y a longtemps. Ouais, Et après ça, je commence à tourner avec eux et on arrive ici, à Ouaga. Je rencontre Yélène. Et il y a un monsieur que j'aime énormément qui me dit « Je suis autant ivoirien que burkinabé et je veux qu'on fasse quelque chose par rapport à la culture. » Donc c'est lui qui produit Yélène Priska. Donc Yélène Priska, c'est vraiment mon deuxième texte que je crie moi-même. D'accord. Donc à partir de là, je me suis dit, écoute. C'est magnifiquement écrit. Hein? Je ne sais même pas comment j'ai fait. C'est que souvent, je réécoute des chansons à moi et puis je me dis, c'est moi. Donc quand on dit que c'est divin, c'est vraiment divin. Parce que moi, j'ai l'impression que, un moment, ce n'est pas de la prétention, mais j'ai l'impression que souvent, il y a un ange qui vient me souffler. Parce que je ne me sens pas capable de faire ça. Je me dis que si on ne m'a pas soufflé ça, je ne peux pas. Tu dis, c'est pas possible, Oui. non, c'est pas moi qui ai fait ça. Oui, je trouve ça. Je trouve ça joli, je trouve, voilà. Ouais, non, franchement, c'est magnifique tout Ouais. ce qui est dit et c'est un texte qui traverse le temps et qui ne va vrai. jamais périmer. C'est vrai. Ben Moi-même, quand je l'écoute, même j'ai la chair de poule. C'est vrai. Quand j'écoute Yélène Priska, j'ai toujours la banane. Je suis contente. Vous connaissez Yélène avant ou pas? Non, je ne connaissais pas Yélène. Tu découvres. J'ai rencontré Yélène ici. Justement, c'est ce monsieur qui a dit, il y a un groupe ici que j'adore, Yélène. Donc, je veux que vous fassiez quelque chose ensemble. Donc, c'est lui qui nous met en contact avec Sibone El Tafa, le facilitateur, mon papa. Et donc, c'est lui qui goupille tout ça. D'accord. Et puis, la Ça chanson donne est quelque chose produite. de magnifique. Et ensuite, il y a une collaboration qui reste avec le groupe ou... Oui, ça reste ma famille. D'ailleurs, même quand j'en parle, je suis un peu triste. Voilà, parce que, voilà, le groupe... Mais les hommes sont encore là. Oui, oui, mais c'est vrai, les hommes sont encore là, mais ils représentaient quelque chose de tellement fort pour l'Afrique. Et voilà, ça m'attriste. Ça fait partie de l'évolution de la Bien vie. sûr. Et dans ton progrès à toi, au fur et à mesure qu'on avance, on te découvre et on te redécouvre. Yeah. Dernièrement, dans ma grande famille. Yeah. Dans ma grande famille, c'est, vous savez, moi je dis tout le temps, considérez que vous êtes en casting dans tout ce que vous faites. Donc faites-le bien. Ne regarde pas, est-ce qu'il y a du monde, est-ce qu'on m'a suffisamment payé et tout. Quand vous décidez de faire quelque chose, c'est vous que vous engagez. Donc, je faisais le JTZ avec Zongo et la Côte d'Ivoire me découvre autrement. C'est ça. Notamment maman Akissi Delta. Elle me regarde et dit, mais cette petite a du potentiel que je peux exploiter. Du coup, elle me dit, on se rencontre à Bamako, elle me dit, tu seras dans mon prochain film. J'y croyais pas. J'arrive à Abidjan et ma grande famille commence, elle m'appelle. Elle écrit des rôles sur mesure. Donc, elle a écrit quelque chose sur mesure pour moi. Et j'ai commencé à jouer dans ma famille. Et les gens ont aimé. Du coup, j'ai dit, OK, d'accord. Quand il y avait des castings, j'ai commencé à me présenter à des castings et les gens ont trouvé que j'avais du potentiel. Et donc, c'est comme ça que ma carrière d'actrice débute véritablement. C'est vrai qu'à Bamako, je jouais dans des films avec Zongo, des films institutionnels et tout, mais de manière beaucoup plus professionnelle, c'est à travers ma grande famille. D'accord. Et après ça, on peut te voir dans d'autres films? Après ça, on m'a vu dans Cacao. D'accord. Après ça, j'ai fait une brève apparition dans Invisible. Ok. Et là, il y a un film qui sort bientôt, voilà, Voyage de rêve. Voilà. Ok. Tu vas pas spoiler, hein? Tu vas nous donner un petit aperçu de ce qu'il y a dans le film? Non, tu sais, dans Voyage de rêve, ils ont juste utilisé ma personnalité un peu fofolle, voilà, drôle. Et voilà, c'est un projet à découvrir. D'accord. On est impatients. Et aujourd'hui, très clairement, on voit plus une Priska humoriste que rappeuse. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut me voir. Il faut me voir dans mon entièreté, dans ma pluralité. Il faut me voir comme une artiste. Voilà. Moi, je n'aime pas être enfermée.
Ok, et je pense que sous nos cieux, déjà, il faut qu'on décomplexe nos artistes qui ont plusieurs casquettes. Parce qu'aux États-Unis, voilà, Jimmy Foxx, il était chanteur. Il est chanteur à la base, mais il a excellé en tant qu'acteur. Will Smith, Jennifer Lopez, Beyoncé. Ouais. Voilà, donc quand on a la capacité d'être un arbre multifruitier, comme je le dis, il ne faut pas se retenir. Parce que chaque fruit a sa saison. Donc, je considère qu'à un moment, je produis de la musique, mais à un moment, ce n'est pas la saison de la musique. Donc, c'est la saison de l'actrice, de l'humoriste et tout. Donc, moi, j'y vais. Je suis une artiste avec un grand A. D'accord. Voilà. Abidjan, capitale du rire. Yeah, On t'a vu sur scène. yeah. On a beaucoup aimé. Merci. On a piqué un petit bout. Juste un D'accord. tout petit, tout petit. D'accord. Si la régie est avec nous, on regarde. J'ai une copine de palier. La fille, là, elle aime les accessoires. Elle a les derniers sacs, elle a les dernières chaussures, elle a tous les derniers, les iPhone 76. Mais il n'y a jamais unité dedans. Hein, tous les dangereux sacs, là, tous les midis, elle vient manger chez moi. Et quand j'arrive chez elle, que je vais toucher un truc, ah non, ne touche pas ça. Ça, c'est le dernier sac Versace Nano Korogani. Ah, ok. Quand je vais toucher la chaussure, elle, non, ça c'est la dernière Louboutini, Louboutana. Ça m'a énervée. Donc le lendemain, j'ai cuisiné ce que je sais qu'elle aime là. Sauce graine, avec queue de bœuf fumé, avec viande de brousse, avec escargot, avec du riz. J'ai ouvert les fenêtres, j'ai ouvert la porte pour que le parfum arrive chez elle. Et à midi, elle est venue. Quand elle voulait mettre sa main dans le plat, j'ai tapé sur sa main. Je dis non, ne touche pas ça. Ce riz-là, c'est le dernier riz. L'ongrinto thaïlandana. La sauce que tu vois, ça c'est la dernière sauce granito. Viande de broussa, que de beto, escargota. Alors, cette voisine de palier. Cette voisine de palier, elle ne s'appelle pas Awa par hasard? Comment ça? La voisine de palier qui a tous les derniers. Est-ce qu'elle ne s'appelle pas Awa par hasard? En fait, j'ai été inspirée par une amie qui s'appelle Awa, mais je ne sais pas comment tu sais. Parce que notre Awa aussi, elle a tous les derniers. Apparemment, c'est un syndrome de Awa. Ah, d'accord. Bon, pas de toutes les Awa, parce que la prochaine Awa qui vient, elle est différente. On va mettre tous les Awa dans le même sac. D'accord. Alors, donc ensuite, on te voit sur scène quand même avec plusieurs spectacles. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu fais de l'humour? Oh, moi, je ne vais pas loin. Moi, c'est ma vie qui m'inspire, c'est mes copines qui m'inspirent. Je suis assise quelque part, j'entends quelque chose de drôle, je le note dans mon téléphone, après je brode. Je pense que la vie est tellement belle et drôle, voilà, qu'on n'a pas besoin d'aller chercher loin. Voilà. Donc, quand je parle des escarpins qui brûlent, qui te font changer ta démarche, qui te commandent après, c'est quelque chose que tu vis, tu sais de quoi je parle. Voilà. On a toujours des sandales quelque part dans notre sac. Obligé. Voilà. Donc, je parle de mon quotidien, de moi en tant que femme. Voilà, parce que c'est un sujet inépuisable, la femme. Ouais. Donc, voilà, nos perruques, en bas, souvent, c'est n'importe quoi. Les nattes, non, tu vois même plus où ça a commencé. C'est justement parce que c'est n'importe quoi qui a la perruque. Ah, non, mais donc, je veux dire que souvent, en bas, ça peut être bien natté. Et si le vent? Mais on dirait on n'aime pas ça. Et si le vent arrive? Mais tu on dirait on n'aime pas faut quand c'est rester bien natté, digne, quel que soit, tu vois. Donc, c'est de toutes ces choses que je parle. C'est ça, c'est mon quotidien, mon inspiration. Et les hommes dans cette histoire-là? Mais les hommes font partie de notre quotidien. Est-ce qu'il y a femmes sans hommes? Quand je raconte mon histoire, comme quoi mon mec, il fait 1m98 et tout, et que quand il y a la bagarre, je le regarde comme ça pour lui dire, tu vas me faire quoi? Si tu me touches, moi, tu vas voir. Tout ça, c'est... Attends, tu es un modèle de poche. Mon cher, c'est femmes, c'est comme ça on est. Quand je parle aussi des hommes qui pensent que les femmes, c'est le sexe faible et que les femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, non, on sait très bien ce qu'on veut. Souvent, c'est la personne en face qu'on ne veut pas. Donc, les hommes font partie intégrante de mes scènes. C'est super intéressant. En tout cas, comme tu le dis, c'est plaisant, en fait, de se rendre compte
que nos artistes ne sont pas dans un carcan et qui sont là et qui n'en sortent pas. C'est important. C'est Et au-delà important. de ça, C'est important. ça amène à se libérer. Bien sûr. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais à travers toi, tu autorises d'autres à faire comme toi. Il y a, on va dire, autorisé, mais on va leur dire, je veux dire, le message que moi je veux, je veux dire, donner, transmettre, c'est que on n'a pas de limites, on n'a que les limites qu'on se fixe. On n'a pas de limites. So, tu peux être ce que tu veux si tu te donnes les moyens de l'être. C'est, je veux dire, dans la vie, il y a des choses où on ne peut pas feinter, on ne peut pas faire semblant. Soit tu as le potentiel pour, ou tu ne l'as pas. Et l'humour, tu ne peux pas venir faire genre. Non. Et c'est un exercice difficile parce que j'ai connu un autre public, le public de la musique, qui n'est pas le même public que l'humour. Ils sont exigeants. Une blague, tu la racontes une fois, deux fois, trois fois, tu n'as rien d'autre à dire. Bah, c'est ça. Donc, c'est un très bel exercice, ça vous pousse à vous dépasser et voilà. On peut tout faire, il faut juste se donner les moyens. Alors, à quel âge tu as commencé à bouffer ton argent, ton propre argent que J'ai tu commencé gagnais à par bouffer toi-même? mon argent quand j'ai commencé la musique. 13 À ans. 13 ans. Mais je faisais des spectacles payants, on me payait mes cachets. Tu gérais ton argent ou pas? Je gérais mon argent. Toi-même? Oui, j'avais un compte voilà, dans une petite banque. Je gérais mon argent. Moi, j'ai dit à mon père, je te décharge. Oui, je payais mes tenues d'école, mes livres. Souvent même, je payais pour mon grand frère. D'accord. Oui. Moi, donc, depuis 13 ans, je suis autonome. Depuis 16 ans, je vis hors de la famille. D'accord. Donc, aïe, il y a l'argent dedans. Tu fais ça bien, tu professionnalises ça bien. Il y a l'argent dedans. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, Il faut qu'on donne envie aux gens de faire notre métier. absolument, c'est vrai. Voilà. Mais ça tombe bien qu'on parle de ça, parce qu'aujourd'hui, notre sujet concerne l'argent de poche, OK. dont tu as déchargé tes parents dès l'âge de 13 ans. Ah, parce que je travaillais déjà. Tu travaillais déjà. Quoique, je me demande si ça ne pose pas le problème du travail des enfants, ça. Bref, on ne va pas aborder ce sujet. On va revenir. Alors aujourd'hui, justement, les amis, il sera question de l'argent de poche. À partir de quel âge est-ce qu'il faut penser à donner de l'argent de poche à un enfant? Pourquoi est-ce qu'on le fait? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte à un enfant? Autant de questions qu'on se posera aujourd'hui avec notre invité. Mais en attendant qu'elle s'installe sur ce plateau, avec ta permission, on va s'accorder une petite pause avec la régie. C'est reparti pour le Club des As. Nommée la capitale de l'Uruguay. Montevideo. Commençons par la lettre N, qui se préoccupe uniquement de sa propre personne. Lui, Brian. Narcissique. La deuxième citation. Par exemple, si c'est au Burkina, tu peux aller en Côte d'Ivoire voler. Puis la venir ici. Bienvenue au jeu Le Club des As. Je vous sais très fidèle à cette émission. La Constiche, commençant par la lettre D, forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Oui, Freddy. Démocratie. Comment? La démocratie. La démocratie, et c'est vous qui prenez les points. Le sport. Des buzzers, une menthe religieuse. Ou encore le tigre de l'herbe. Sa devise est unité, travail, patriotisme. L'Érythrée. Non, faites-nous un petit briefing. On n'a pas fait quelque chose d'extra jusque-là, vu qu'on n'a pas encore établi un écart de 100 points entre nous et les adversaires. Donc, Rendez-vous pour un autre numéro. En attendant, merci des As. Et bien on est de retour et cette fois il sera question donc de notre sujet du jour et on a le plaisir de recevoir pour vous le coach Awa Minungu, coach également psychologue pour enfants et jeunes adolescents. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Comment ça va Awa? Je vais très bien et le plaisir est partagé. Ça va. Est-ce que tu manges la sauce graine, viande de brousse, escargot et queue de bœuf? Pas du tout. Ah, donc c'est pas toi la voisine en question. C'est pas elle, hein? Non, c'est pas elle. Voilà, c'est pas cette Awa là. Comme on le disait, c'est Awa. Mais elle, c'est différent. Comment ça va, Awa? Je vais super bien. Tes activités? Oui, ça se passe bien. Et les enfants? Ils vont très bien. Super, plaisir beaucoup. Alors, elle nous a dit à 13 ans, tranquille, vous en faites pas, je me gère.
Mais avant, tu avais de l'argent de poche? Non. Du tout? Du tout. Donc, t'es arrivé direct dans... Ouais, mais en fait, ça me... J'avais le petit déjeuner. Oui. C'est tout. Je me dis en fait que normalement, ça devait être moitié-moitié avec ton grand frère. À partir de 13 ans. Yeah. Cool. Je connaissais déjà l'argent, donc c'était oui. moitié-moitié. Tranquille. Je vais pas me faire avoir sur ce truc-là. On bosse tous les deux. On bosse tous les deux. Alors, je te pose la question, Awa. Toi, est-ce que tu te rappelles de quand est-ce que tu as commencé à avoir de l'argent de poche? Je pense que de façon mensuelle, ça a été à l'université. Ah, sinon avant? Avant, c'était de façon hebdomadaire, journalière, de façon ponctuelle. Ok. Quand il n'y en a pas, ou quand on demande, quand on en a besoin. Alors, et c'était généralement pour, au plus jeune âge, c'était pour le petit déjeuner. Bien sûr, le petit-déj, ou alors peut-être le goûter à l'école. C'était ça. Et pour ceux qui n'ont pas le goûter tout près, hein, parce que si tu l'as en plus, on ne va pas te donner de l'argent supplémentaire pour ça. Tu veux de l'argent pour acheter à manger, on te donne à manger. Tu n'as pas demandé d'argent. J'étais dans une école où il n'y avait pas le goûter. Ah. Il fallait aller payer. Il fallait forcément aller payer. Donc là, tu as une petite pièce pour le goûter. Et si tu n'en as pas, tout le monde te regarde, machin, et tu t'intègres difficilement, parce que tu es celui avec qui il faut tout le temps partager, mais qui n'a jamais rien à partager. Celui dont on se cache en mode, on met le pain comme ça pour que tu finisses de passer. Jusqu'à ce que quelqu'un me dira, ça c'est dans les écoles. Parce qu'il y a des écoles où il n'y a pas ça. Hein? Non. Il y a des écoles où c'est tranquille, c'est pris en compte par l'école, tout le monde a son goûter, tranquille, on ne se tracasse pas. En fait, en vrai, à quoi ça sert l'argent de poche? Si on pose cette question-là, en fonction de l'âge, je pense que ça change. Ah ouais. Est-ce que ça change également en fonction du genre? Je vous pose la question. L'argent de poche est destiné aux petits besoins des enfants, pas les besoins vitaux, mais pour se faire plaisir, pour acheter leur truc à eux, quoi. Ouais. Mais on me dirait, est-ce qu'un enfant... bon, quand t'es enfant, c'est les parents qui décident, quoi. Est-ce que tu peux te décider toi-même de ce que je veux et puis, bon, j'ai envie de ça. Ah oui, tu penses? Des petites choses. Comme? Ouais, j'ai envie d'un gâteau, pas un biscuit, je veux pas prendre une glace. En tout cas, en général, à cet âge-là, c'est de petites choses comme ça. Voilà, c'est rien de gros. Oui, et ça dépend de l'âge aussi. Ça dépend de l'âge. Et justement, ça vient. À partir de quel âge on peut commencer à donner de l'argent, naturellement pour un but bien précis, à un enfant? Personnellement, je conseille d'attendre que l'enfant soit un peu grand, au moins ça 10 ans. 10 ans? Oui. Ça, c'est de façon personnelle, c'est mon point de vue. Et pourquoi il faut attendre 10 ans de ton point de vue personnel? Pour que l'enfant au moins connaisse la valeur de l'argent. Parce que si on donne de l'argent à un enfant de 3 ans, de 5 ans, je me demande ce qu'il va faire avec, si ce n'est pas peut-être aller se payer des bonbons. Oui. Mais si on attend que l'enfant ait une certaine maturité, on l'explique d'abord à quoi est destiné son argent de poche et on lui confie. Apparemment, Prisca est très d'accord avec le fait d'attendre 10 ans. Bien sûr, moi-même, 10 ans et un peu plus, oui. Ouais. Parce que quand on ne sait pas la valeur de ce qu'on a entre les mains, eh bien, on ne l'utilise pas bien. Voilà. C'est important. Mais il y a quand même la façon de gérer cet argent. Est-ce que quand on donne l'argent, on définit très clairement, et Awa l'a dit, on lui explique, mais est-ce qu'on définit très clairement et on responsabilise l'enfant, ou est-ce que derrière, on s'assure qu'il respecte et qu'il ne déborde pas? C'est quoi la meilleure conduite à tenir quand on décide de passer à l'argent de poche à un enfant? Le but, c'est de participer à son éducation financière. L'apprendre à gérer, non seulement d'abord à connaître la valeur de l'argent et à pouvoir gérer cet argent-là. Donc, on l'explique. Il faut qu'au préalable, les bases soient bien définies. Maintenant, on donne toute la liberté à l'enfant de gérer son argent. Oui. Sinon, ça ne devient plus de l'argent de poche. Si on va être là derrière à contrôler ce qu'il achète, ce qu'il n'achète pas, ce n'est plus de l'argent de poche. Oui, mais quand même, à 10 ans, on te dit c'est ton argent, tu gères, tu t'assures. Supposons que ce soit une somme hebdomadaire. Tu t'assures que jusqu'à la fin de la semaine, tu ne demandes rien à personne. Mais est-ce que ça apprend quand même la valeur de l'argent à l'enfant? Puisque quand ça finit, il suffit d'attendre que la semaine finisse et tu demandes. Donc, est-ce que tu apprends quelque chose vraiment sur la valeur de l'argent à cet âge-là?
Oui, tu peux apprendre. Mais 10 ans chez moi, c'est le minimum. Le minimum. C'est le minimum. Sinon, personnellement, même, je ne le ferai même pas à 10 ans. Voilà. Ah, il y a des gens qui disent « Oh, maman est en train de nous condamner là. » Il faut non seulement, l'enfant va connaître la valeur de l'argent, puisque quand il ira pour payer quelque chose, il saura que non, on ne paye pas, Jean, ce livre-là à 100 francs. C'est peut-être le bonbon que je peux m'acheter à 100 francs. Il y a déjà cette notion de la valeur de l'argent qui est là. Et si l'enfant dépense son argent avant de la fin de la semaine, qu'est-ce qu'il apprend aussi? La patience. Donc, c'est aux parents de ne pas donner encore. Il faut respecter. Si vous décidez que ça soit de façon hebdomadaire, respectez cela. Si vous décidez que ça soit de façon mensuelle, respectez cela et respectez le montant aussi. D'accord. Oui. Donc, il apprend à gérer. Oui, il apprend à gérer. Donc, c'est bien de lui donner. On lui dit, parce que quand on lui donne, c'est pour quelque chose. Soit c'est pour le petit déjeuner et le goûter. Maintenant, toi, tu décides, je ne vais pas prendre ça pour le petit déjeuner, je vais plutôt acheter, je ne sais pas moi, des dinettes ou bien quelque chose comme ça. Tu as fait un choix, tu l'assumes. Tu n'auras pas de petit déjeuner ni de goûter. C'est ton choix. C'est ton choix. Est-ce que toi, tu étais dans cette dynamique-là? Est-ce que tu te fixais une somme que tu devais gérer dans une période sans débordement? Non, 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 non. Je ne me fixais pas parce que, bon, on va dire heureusement ou malheureusement, je me disais que, bon, j'ai des spectacles qui vont venir. Donc, si je finis de bouffer ça, on a une date le samedi, j'aurai encore un peu d'argent. Ah, mais c'est quand même de la planification. Ouais, mais... Même si c'est pas pour te... Justement. Mais bon, après, voilà, le raisonnement change. Bien sûr, quand tu as des charges et tout ça, ça change. Ouais, c'est vrai qu'à 13 ans, tranquille, les factures... Tranquille, tu es à la maison, papa paye, il y a l'eau, il y a le courant, il y a la bouffe. En ce moment, tu penses que tu gagnes beaucoup. C'est ça. Mais non, il ne comprend pas pourquoi, quand on laissait la lumière de la chambre allumée, nos parents criaient sur nous. Maintenant, je comprends. Et justement... Elle l'a dit, hein, souvent, un enfant choisit, tu peux choisir, j'ai envie d'acheter ce jouet-là, je prends mon argent de poche, je m'offre cela, et en contrepartie, ça suppose que je ne vais pas avoir ce pourquoi j'ai pris de l'argent. Mais quand on se rend compte qu'un enfant commence à faire des dépenses comme ça, quelle est la conduite à tenir de la part des parents? Si l'enfant commence à faire des dépenses hors que ce qui a été prévu. Ça n'a pas été prévu. Il a décidé qu'il veut acheter. Supposons, on part sur l'exemple de la dinette ou d'un livre. Il a envie d'un livre, il a demandé un livre, on lui a dit on ne peut pas t'acheter le livre pour le moment. Il se rend compte que son argent du poche hebdomadaire en fait peut lui permettre d'acheter le livre. Il achète son livre et il n'a pas à manger pour toute la semaine. C'est quand même un achat important qu'il a fait. Il n'a pas vraiment gaspillé son argent. Il n'a pas gaspillé. Quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir, c'est de laisser vivre cela. Il a fait un choix. Il faut lui laisser assumer son choix. Il a préféré le livre à son goûter. Donc, on le laisse. Et en ce moment, qu'est-ce que l'enfant apprend? L'enfant va apprendre que dans la vie, il y a des priorités. Ce n'est pas ce qui est urgent qui est nécessairement prioritaire. Donc, il va apprendre ça. Certes, ça sera dans la douleur parce qu'il va passer quelques jours sans goûter ou je ne sais pas. Mais il apprendra quelque chose. Maintenant, c'est aux parents de savoir gérer ce temps d'attente-là. Il ne faut pas être là à venir encore lui donner l'argent. En ce moment, il n'apprendra rien. Ok, mais surtout, il apprend la valeur de la chose qu'il a acquise. Oui. Parce qu'un livre que tu t'es privé pour acheter, c'est pas pareil qu'un livre que tu as juste... C'est que toi-même, tu as jugé que le livre est plus important. Que le repas. D'accord. Maintenant, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut s'autoriser à augmenter son argent de poche? À quel moment on augmente de l'argent de poche pour un enfant? En se disant, on a peut-être calculé juste pour son goûter, genre il dépense chaque jour 500 francs ou 200 francs. À la fin de la semaine, il a tel nombre de jours à l'école avec 5000 francs ou 2500. La semaine, c'est bouclé. Donc on lui donne 2500, il achète un livre, il ne mange pas. Est-ce qu'on peut se dire, ok, si on va au-delà, si on lui donne 3000 francs, peut-être qu'il pourra émarger et s'offrir le livre à la fin du mois plutôt que de se priver de nourriture? Il faut à chaque fois réajuster. Mais aussi, il ne faut pas suivre les désirs de l'enfant. L'argent de poche n'était pas destiné à l'achat de son livre. C'est son choix. Donc, vous le laissez assumer ce choix-là. Sinon, à chaque année, il faut augmenter. Parce que plus l'enfant grandit, plus ses besoins augmentent. Donc, il ne faut pas rester figé sur un montant type. Et puis, on peut réajuster. On peut penser que non, avec 2000 francs, il peut faire la semaine. En temps, on se rend compte que non, 2000 francs ne suffit pas. On réajuste, mais on dit à l'enfant. Ok. Oui.
Donc c'est bon d'échanger avec l'enfant, mais surtout, moi, ce que je retiens, c'est que même si c'est un choix noble qu'il fait, ça reste un choix qu'il a fait, qu'il doit assumer. Ça ne veut pas dire que, bon, tu as fait le bon choix. Non, tu as décidé, tu vas jusqu'au bout et tu vis avec cela. Ah ouais. Mais on entend souvent des enfants qui proposent de compléter leur argent de poche avec des activités à la maison. OK. Donc, ils décident de faire eux-mêmes. Oui, c'est-à-dire genre, j'ai 2000 francs. Ça ne marche pas. Mais je sais que je ne peux pas marchander à avoir plus. Donc, ils se proposent, je lave la voiture tous les matins, ou j'arrose les plantes tous les matins, ou bien je fais ceci ou cela pour avoir de l'argent de poche. Comment on est censé accueillir ce type d'initiative des enfants? Ça dépend. Parce que si l'enfant, à chaque fois qu'il doit rendre service, justement, il doit être payé, ce n'est pas la bonne manière. D'accord. Non. L'enfant peut décider de faire des activités pour avoir de l'argent. Ça, c'est différent. Mais rendre service pour de l'argent, personnellement, je ne le conseille pas. Moi, par exemple, à l'école, voilà, parce qu'il y a eu des périodes pendant l'année scolaire où je n'avais pas d'activité voilà, musicale, mais je faisais mon petit commerce. Je vendais mes toffees, je vendais des petites choses. Le week-end, quand il y avait des matchs de football, je vendais. Donc aujourd'hui, je continue de vendre plein de choses. C'est quelque chose que j'ai acquis quand j'étais petite. Oui. Donc, si tu veux augmenter ton argent, ce n'est pas en travaillant à la maison que tu vas avoir plus d'argent. Va dehors, je ne sais pas moi, tu peux vendre des petites choses, si c'est permis, si c'est autorisé, et puis ton argent augmente. Donc, tu prends ta base, tu investis, tu multiplies ça tranquillement. Et un jour, qui sait? Et sauf pour un travail qu'on allait appeler quelqu'un du dehors pour venir faire. Si l'enfant se propose de faire ce travail, là, on le paye. Ah, d'accord. Oui. Donc, supposons que pour tout ce qu'on a cité plus haut, laver la voiture, nettoyer, balayer et tout ça, ça fait partie des tâches de la maison. Hein. Oui. De toutes les façons, on aurait pu lui dire, fais-le. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison qu'il se propose de faire. Mais par contre, si on décide de tailler les plantes et que ça, c'est un jardinier qui est censé venir de l'extérieur pour le faire et être payé et qu'il se propose de le faire, là, on peut, en contrepartie, si c'est bien fait quand même. Bien sûr, si c'est bien fait. Mais même si ce n'est pas bien fait, on l'encourage. On l'encourage. C'est en faisant. On peut l'encourager, on peut le motiver. La prochaine fois, si tu fais mieux, tu auras plus. C'est ça. OK, si tu fais mieux, tu as plus. Et voilà. Mais à condition que ce ne soit pas dangereux pour lui. Justement, à condition que ça ne soit pas dangereux. Et je ne pense pas même qu'il va se proposer de faire une activité qui sera dangereuse. Et que les parents même ne vont même pas accepter. Mais comme, est-ce que ça ne pose pas le problème du rapport à l'argent? Est-ce qu'un enfant qui commence à vouloir gagner de l'argent trop tôt, c'est un enfant qui a un rapport sain à l'argent ou pas? Ça dépend. Des motivations. Ça dépend des motivations. Ça dépend aussi des besoins de l'enfant. L'enfant peut vouloir de l'argent. Je reviens encore sur votre exemple du livre. Parce qu'il veut se payer tel livre. Et comme il n'a pas, il sait qu'avec son argent de poche, même s'il épargne comment, il ne peut pas s'acheter ce livre-là. Donc, il décide de proposer d'autres services pour avoir de l'argent. Ça ne veut pas forcément dire que non, il a soif de l'argent. Non, mais c'est parce qu'il a un objectif à atteindre. Donc, il faut nuancer. Il y a des enfants aussi qui veulent l'argent parce qu'ils se comparent aux autres. Donc, c'est aux parents à chaque fois de recadrer les enfants, de les ramener dans leur vision. Parce que chaque parent doit avoir une vision pour son enfant. Chaque parent a des valeurs pour son enfant. Donc, il faut chaque fois le ramener. Parce que ce sont encore des enfants, des êtres immatures. Donc, facilement, ils peuvent se comparer à leurs camarades. Comme mon camarade a, je ne sais pas, 10 000 le mois et que moi, c'est 3 000. Donc, je vais faire ça pour avoir les 10 000. Non, il faut amener l'enfant à comprendre que non, ton camarade et toi, vous êtes différents. Il faut apprendre à se contenter aussi souvent de ce qu'on a et tout. Et moi, je pense que c'est pas mauvais qu'un enfant s'intéresse à l'argent tôt. Vous savez, il faut démystifier les choses. Voilà, si on cache l'argent à l'enfant, arrivé à un certain moment, il va vouloir en gagner lui-même et par tous les moyens. Donc, il faut apprendre à l'enfant à dominer sur l'argent. Parce que l'argent, c'est un esprit, hein.
Voilà, donc je pense que tout part des parents. Voilà, c'est quand les enfants sont jeunes qu'on leur inculque leur système de valeurs. Donc c'est le plus gros travail, ça vient des parents. Comment vous présentez l'argent? Voilà. À quel niveau vous mettez l'argent? Je pense que le plus gros travail, ce sont les parents. C'est certainement sur les parents. Et tantôt, justement, Awa a évoqué les montants, 3 000 ici, 10 000 là. On quitte les tout petits pour aller un peu plus dans l'adolescence. Quand on a un ado ou une ado, comment on fixe le montant de ce qu'on lui donne? Est-ce qu'on est obligé de lui donner de l'argent de poche et comment on fixe ce montant? On n'est pas obligé de lui donner de l'argent de poche parce que ça dépend de chaque parent. C'est vrai que maintenant, ça devient de plus en plus nécessaire, mais ce n'est pas une obligation. Ça dépend du parent. Et le montant aussi dépend du parent. On n'a pas les mêmes niveaux de vie. Donc, on ne peut pas décider d'un montant fixe à donner à son adolescent. Par rapport, on donne en fonction de ce qu'on a, on donne en fonction des besoins de l'enfant et on amène l'enfant aussi à comprendre, à accepter le contentement. Il faut accepter ce qu'on te donne parce que c'est ce qu'on peut te donner. Donc pour cela, il n'y a pas de montant fixe. Mais en ce moment, personnellement, je conseille, même si vous avez les moyens, ne donnez pas beaucoup d'argent à votre enfant. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que ce n'est pas une obligation, mais quand on peut, il faut le faire. Pour ne pas que l'enfant aille chercher dehors et de la mauvaise des manières. Il faut qu'on puisse dire à nos enfants, nous sommes vos parents, nous sommes là pour vous. Et quand on peut le faire, on le fait. Voilà. Il ne faut pas que l'enfant soit tellement, je veux dire, frustré qu'il aille chercher dehors. Voilà. Je suis ton père, je suis ta mère, je peux, voici ce que je te donne. Tu dois apprendre à gérer ça. Tu dois te contenter de ça parce que dans la vie, souvent, on n'a pas ce qu'on veut, on fait avec ce qu'on a. Oui. Non, en fait, elle a dit tantôt, même si on est riche, il ne faut pas donner beaucoup d'argent aux enfants. Et ça m'a juste fait penser à une scène dans une série où le petit demande de l'argent à son père en lui disant « Oui, mais on est riche ». Et son père qui lui dit « Non, je suis riche. Tu es un garçon fauché qui a un père riche. » Justement, c'est magnifique. Donc, mais justement, est-ce qu'un enfant peut comprendre que mon père ou ma mère est considéré par les autres comme étant une personne bien nantie et que moi, je sois en train de composer avec 5 000 francs pour m'assurer que je vais attendre la fin du mois? Est-ce qu'on risque pas de retomber dans ce dont toi tu as peur? Non, non. Parce que là, le père est en train d'apprendre à son enfant que c'est moi qui ai travaillé pour avoir ce que j'ai. Donc toi, pour avoir aussi quelque chose demain, il va falloir que tu travailles. Donc moi, je suis riche, toi, tu es l'enfant d'un riche, mais tu n'es pas riche. Parce que demain, je ne suis pas immortelle. Demain, je peux ne pas être là. Si tu ne sais pas gérer, si tu ne sais pas chercher, si tu ne sais pas faire pousser, mais tu seras dans des problèmes. Moi, c'est avec ça qu'on m'a élevée. Moi, je ne suis pas issue d'une famille où les parents sont super riches. On m'a appris à gagner, on m'a appris à chercher dans la dignité. Dont la dignité. C'est ça, exactement. Tout est question d'éducation. Justement. Tout est question. Tu peux être riche, mais ton enfant va être bien éduqué. Ton enfant va apprendre le contentement. Ton enfant va apprendre à gérer avec ce que tu lui donnes. Oui, c'est une question d'éducation. Mais filles et garçons, est-ce qu'ils doivent avoir le même traitement vis-à-vis de cette question d'argent? Les filles, généralement, ont beaucoup plus de besoins que les garçons. Il y a leur coiffure, il y a ce qu'il faut payer chaque mois. Si ça rentre dans son argent de poche, forcément, les filles ont plus besoin d'argent que les garçons. Moi, je suis quand même un peu débutative sur cette question. Il y a des garçons aussi qui gèrent leurs copines dehors. Non, mais ça on leur a rien demandé. C'est leur choix. On leur a rien demandé. C'est pas un besoin vital. C'est leur choix. S'ils décident de prendre leur argent de poche pour s'occuper de leur copine. C'est leur choix. Si ça finit avant, ils gèrent. C'est un choix. Mais on va plus le regarder. C'est un choix, c'est un choix. Et puis on a posé la question à nos téléspectateurs justement pour avoir leur avis sur l'argent de poche. On regarde et on revient. Bon, selon moi, c'est pas normal. Puisque non, quand on donne l'argent de poche à un enfant, le jour où tu n'en auras pas à le donner, il va vouloir avoir tendance à voler, à prendre les petits sous que tu vas déposer. Et c'est ça aussi les inconvénients. C'est pas sûr que non, tout le temps tu vas gagner ça pour le donner.
Bien sûr que c'est normal. Par exemple, comme les enfants qui sont en primaire comme ça, devaient leur donner 500 par jour. Et aussi, ils ont des besoins à faire, quoi. C'est normal qu'on les donne de l'argent. On ne doit pas donner l'argent à un enfant parce que ça gâte l'enfant. Parce que quand tu donnes l'enfant de l'argent, il ne peut pas essayer de fréquenter bien. Le matin, vous pouvez essayer de faire le pain pour le donner. Voilà, il va aller à l'école. C'est ça le bien de l'enfant. Bon, selon moi, au XXIe siècle comme ça, c'est normal de donner de l'argent à un enfant pour qu'il puisse aller à l'école. Voilà, sinon, bon, en réalité, s'il part à l'école et qu'il voit ses amis dépenser, payer des trucs et que lui, il ne peut pas payer, il va dire que son papa ne l'aime pas. Donc, de nos jours, c'est bon de donner même si c'est quelque chose à ton enfant pour qu'il puisse aussi payer ses petits besoins pour pouvoir bien bosser à l'école. Bon, il y a d'autres qui ne donnent pas. Et c'est le train de vie. Voilà. Souvent, il y a d'autres, les papas, il y a l'argent. La kama. Voilà, les enfants des riches là. Et ils n'ont pas besoin de donner de l'argent. Eux, le jus, pain avec l'omelette est calé dans le sac. Tout est OK. Voilà. Mais chez nous, il faut qu'on donne les jetons. Ils vont aller payer les petits trucs à l'école là-bas. Moi, je ne vois pas l'intérêt de donner de l'argent de poche à un enfant. Je pense que pour aller à l'école, il faut juste faire son goûter. Du pain, peut-être du jus, il va aller à l'école avec, à 10h, il va prendre son goûter tout simplement et puis il n'est pas habitué à l'argent. Et souvent c'est nous qui amenons les enfants à certaines choses, quoi. Voilà, et c'est pas intéressant. Il semble quand même qu'il y ait des inquiétudes par rapport à cette histoire de enfants et argent. Je pense que eux, la majorité parle des tout petits. Des tout petits, oui, si exactement. Si c'est des tout petits, je suis d'avis avec eux. C'est mais pas les grands... Pour les grands, quand on commence, enfin quand on a à partir de... Quand on peut le faire, il faut le faire. Oui. Et puis, je pense qu'il faut tenir compte de la surexposition de nos enfants au monde extérieur, avec les médias, les télévisions étrangères et tout. Donc, souvent, je pense qu'il faut accompagner son enfant en lui disant « Je suis là, tu n'as pas besoin de tomber dans certaines choses pour t'offrir certaines choses. On ne va pas répondre à tous tes caprices, mais le plus important, nous, on est là. Donc, je pense que c'est une communication qu'il faut établir, c'est créer une atmosphère de confiance, de sorte à ce que son enfant puisse venir, se confier, quoi. Ah, maman, moi, j'ai vu un truc là, ça me plaît. Ah bon, si tu veux, on va couper ton argent de semaine là sur 2 semaines et puis on va pouvoir t'offrir ça. Voilà, je pense que c'est des consensus. Discuter pour que l'enfant comprenne et qu'il s'assure que. Oui. Mais en fait, elle a parlé de discuter, de dialogue tantôt. Souvent, l'argent de poche ne vient pas des parents. Souvent, on a des tontons ou des tantis qui rendent visite et qui laissent de l'argent qui bizarrement disparaissent dans la poche de papa ou de maman. Non, ça ne disparaît pas. On donne un peu. Mais chez nous, là, on ne donnait pas. Hein. Quand tu dis, maman et mon argent, là, regardez, depuis que je t'ai mis au monde, là, je t'ai déjà demandé quelque chose. Toi, tu as venu me réclamer quelque chose. Ingrate. Tu n'as pas l'argent, là. Hein. Oui, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des parents avec qui on peut en parler facilement, poser la question de l'argent sur la table. Et dans les commentaires, il y a un qui dit... Pour les enfants, pour les riches, on n'a pas besoin de donner de l'argent à l'enfant, mais pour nous qui nous débrouillons, il faut donner quelque chose à l'enfant pour qu'il puisse aller s'acheter un truc à l'école. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal? Ce n'est pas paradoxal, parce que généralement, les écoles, entre griffes riches, il y a, le goûter du moins qui est servi. Et dans les de toutes les façons, tu n'as nulle part où aller dépenser ton argent. Tu n'as même pas ou aller payer quoi que ce soit. Alors que dans les écoles publiques de certains niveaux, il faut forcément aller payer. Le goûter n'est pas servi à l'école. Donc pour cela, et à la maison aussi, deux fois on n'a pas le temps, ou peut-être on n'a même pas les moyens de se lever, préparer un petit déjeuner pour son enfant. Donc on lui donne 50 par-ci, 25 par-là. Est-ce que ça c'est de l'argent de poche? Vraiment? Pas vraiment. On n'est pas encore à l'étape d'argent de poche. On n'est pas. Non, c'était juste pour revenir par rapport à ce que... Aux commentaires. Voilà, aux commentaires. Sinon, ça, ce n'est pas de l'argent de poche. Donc vraiment, pour les tout petits, on ne dira pas que c'est de l'argent de poche. Non, ce n'est pas de l'argent de poche. On parle de l'argent de poche à partir de l'adolescence. Ça, c'est dans notre contexte. Ailleurs, même les tout petits ont de l'argent de poche. D'accord, ok. Et justement, est-ce que comment ça se fait? Comment on instaure justement cette histoire d'argent de poche? Est-ce que c'est une démarche du parent? Est-ce que c'est une démarche de l'enfant?
Comment ça s'accorde? À quel moment on décide, bon, désormais, toi, tu auras tant? Moi, je pense que ça doit être une démarche du parent. Bien sûr. Ah ouais. Ce n'est pas à l'enfant de venir te demander ou réclamer. Il peut le faire, mais je pense que le parent doit être d'abord le premier à poser vraiment ce pas-là et à expliquer pourquoi est-ce que je décide maintenant de te donner, toi, de l'argent de poche. Et à quoi est destiné cet argent-là? On l'explique clairement. Et maintenant, on décide, on dit du moins, on fixe le montant. Je décide de te donner tel montant chaque semaine ou chaque mois, à compter d'aujourd'hui. Ça, c'est pour cette année. L'année prochaine, peut-être que je vais augmenter de tel franc ou de tel franc. Moi, je pense que il y a des enfants qui sont très mûrs. Hein, et souvent, les parents vivent dans leur monde de parents. Ils ne descendent pas dans le monde des enfants. Donc, souvent, un parent peut se dire que non, mon enfant, il a besoin de rien. Donc, en fonction donc, de la maturité de l'enfant, si l'enfant veut mettre le sujet sur la table, c'est comment il met le sujet sur la table. Voilà, non papa ou bien maman, voici, voilà, emmener le sujet. Et ça peut créer le déclic chez le papa. Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé et tout. Parce que si on reste dans son coin et qu'on continue de subir des frustrations alors qu'on n'a pas son argent de poche et puis maman ne nous donne pas et tout, il ne faut pas que ça nous pousse à faire des choses. Ailleurs. Donc, je pense que si les parents n'ont pas réagi au bon moment et que l'enfant est assez mûr, il peut emmener le sujet, mais bien l'emmener. Naturellement, très subtilement, en tant qu'enfant mature. Normalement, Poli, ça doit sans venir exiger, oui, du normalement, ça doit venir des parents. Il se trouve qu'il y a certains parents qui sont dans leur monde. Ce qu'elle a dit, pas qu'ils sont dans leur monde, ils ne trouvent même pas que c'est nécessaire. Justement, donc ils sont dans leur monde de parents, alors que les enfants ont leur réalité. Ils ne se rendent pas compte que pour eux, je paye le loyer, je paye la scolarité, tu es nourri, logé, habillé, il y a tout ce qu'il faut à la maison. Et si tu veux quelque chose, tu viens demander. Il suffit de demander et on te donne. À quoi bon demander de l'argent de poche? Maintenant, concernant la gestion, quel est l'idéal selon chacune d'entre vous? Hebdomadaire ou mensuel? Moi, je dirais hebdomadaire. Pourquoi? Parce que c'est ponctuel, c'est pas sur une longue période, c'est pas beaucoup, parce que si on va cumuler, pour que ce soit mensuel, ça va... Bon, ça dépend aussi des fourchettes d'âge. D'accord. Voilà, ça dépend. Quand on est un peu plus mature, je pense qu'on peut donner ça chaque fin de mois et tout. Mais quand on est un peu plus jeune, je pense qu'il faut d'abord voir comment il arrive à gérer la semaine pour se projeter à lui donner pour le mois. D'accord. Pour moi, c'est en fonction de l'âge de l'enfant. En fonction de l'âge, on peut décider de façon hebdomadaire ou mensuelle. À partir de quel âge on pense qu'un enfant peut gérer mensuellement son argent de poche? Les enfants n'ont pas la maturité au même âge. Ah. Donc, il faut aussi considérer la maturité de son enfant. C'est ça. Et c'est comme ce qu'elle a dit, il faut d'abord tester l'enfant sur la semaine. Est-ce que la semaine, l'enfant arrive à gérer? S'il arrive, on passe au mois. Parce que c'est vrai que quand tu te retrouves avec une forte somme, ça te démange. Tu sais pas que le mois est long. Tu as des plans et des projets. Tu vis la vie de Louga, comme on dit à Abidjan. Tu veux péter le show. Tu te sens milliardaire. Non, en fait, ça me fait penser quand même à une camarade de classe qui avait justement cette fâcheuse tendance, à la fin du mois, de vivre la vie de Louga. Et de trimer le reste du mois. Sauf que ça recommençait chaque mois, en fait. C'était à n'y rien comprendre. 1 mois, d'accord, 2 mois. Tu as compris la leçon ou pas? Ça veut dire qu'elle ne tire pas de leçon. Non. Sinon, le but, c'est d'apprendre la gestion financière à l'enfant. Donc, l'enfant doit tirer des leçons. Ce mois-ci, je n'ai pas pu gérer parce qu'il y a eu ça. Je tire des leçons. Le mois prochain, je ne vais quand même pas commettre les mêmes erreurs. Mais quand on a le modèle que je cite là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'était tous les mois pareil. Est-ce que ses parents se rendaient compte que c'est... Je pense que ses parents ne le voyaient pas. C'est nous qui sommes à l'école qui savons en fait qu'elle vit bien une semaine et ensuite elle galère le reste du mois. Là, on ne peut rien faire. La vie va lui apprendre. Et on est obligé de lui tendre la main le temps que le mois finisse. Souvent, elle prend des crédits en attendant que le mois finisse. C'était quelque chose d'hallucinant. Il ne faut plus donner crédit. C'est peut-être aussi qu'il n'y a pas une bonne communication. Il n'y avait pas du moins une bonne communication avec ses parents.
Sinon, ses parents aussi pouvaient l'aider. Je crois qu'elle était fille de parents divorcés. C'est des cas aussi. Et elle jouait justement à rattraper souvent sur l'un ou sur l'autre. Voilà. Donc quand ça ne marche pas, parce que je pense qu'ils s'en sont rendus compte à un moment donné, donc quand ça ne marche pas, elle prend des crédits et tout ça. Et quelqu'un l'a dit tantôt, quand tu donnes et qu'à un moment donné tu ne peux plus donner, ça devient un problème parce que tu as habitué l'enfant à avoir quelque chose qu'il n'aura plus. Et c'est peut-être la raison pour laquelle certains se disent argent de poche, non. Quand tu seras assez grand pour gagner ton argent, tu géreras ton argent. Est-ce que ça, c'est un état d'esprit? Je me dis que quand on commence et qu'à un moment, on n'arrive pas, c'est vrai que les enfants sont des êtres immatures, mais ils sont quand même intelligents. Si vous leur expliquez, ils peuvent comprendre. Donc, bon, on ne peut pas se baser sur ça seulement pour dire que non, je ne donne pas de l'argent de poche. Je peux ne pas donner parce que c'est un choix personnel. C'est par rapport au type d'éducation que je veux donner à mon enfant. Mais pas parce que bon, j'ai peur du lendemain, j'ai peur de ne pas pouvoir continuer. Non. C'est ce que moi je dis, hein. Tout part de la communication. Un enfant, il est l'image de ses parents la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Comment tu lui parles? Qu'est-ce que tu lui dis en lui donnant? Voilà. Moi, mon père m'a appris qu'il n'allait pas être éternel, même s'il ne me donnait pas beaucoup. Donc, moi, très tôt, je me suis dit, écoute, tu dois pouvoir t'en sortir toute seule. Moi, je suis orpheline de père et de mère. Mais voilà, je me dis, mais comment j'ai fait? Parce que, inconsciemment, ils t'ont inculqué des choses. Et tu t'en sers au bon moment. D'accord. Voilà. Mais Prisca l'a dit, hein, très jeune, elle a commencé à faire des petits commerces à l'école pour gagner de l'argent. Je pense que moi aussi j'ai fait ça. Je ne sais pas si toi aussi. Je pense qu'à un moment... Les activités de vacances. J'ai le sentiment que c'est typiquement pour les filles. Je ne sais pas si les garçons aussi le font, mais j'ai vraiment l'impression que c'est... Il y a certains garçons aussi qui le font. Ouais. Okay. Mais c'est généralement les vacances. Oui, pendant les vacances, on se retrouve à attacher du bissap, à vendre des petits toffees, à faire... Voilà, exactement. À quel moment un parent laisse un enfant commencer à gagner son argent? On va dire pendant les vacances. Il y en a qui le font à côté, hein, même pendant l'année scolaire, en s'assurant que ça ne perturbe pas les cours, tranquille. Mais à quel moment on peut laisser faire ça? On peut laisser faire ça. C'est encore la même réponse qui viendra. Ça dépend de la maturité de l'enfant. Et ça dépend du type d'éducation qu'on veut donner à son enfant. Par exemple, moi personnellement, depuis l'école primaire, maman nous autorisait à faire ça, les activités de vacances, les petits commerces. Mais dès que l'école commence, elle s'assure que vous n'allez pas faire ça parce qu'elle ne voulait pas que ça perturbe les études. Mais pendant les vacances, vous êtes libre, à condition également que ça soit devant la porte. C'était elle, ses conditions. D'accord. Elle ne nous autorisait pas à aller ailleurs parce qu'elle voulait avoir un œil aussi. Bien sûr. Mais bon, il y a certains parents aussi qui peuvent laisser leur enfant aller ailleurs se faire de l'argent. Mais en ce moment, l'argent que tu gagnes pendant les vacances, tu as le droit de le dépenser pendant tes vacances ou tu le réserves pour la rentrée? C'est ton argent. Tu en fais ce que tu veux. Tu en fais ce que tu veux. Tu es riche. Tu es riche. Si tu as 1000 francs, si tu décides que cette richesse, ça va être juste pendant les vacances, c'est ton choix. Mais il arrive que il y a beaucoup qui font ce genre de travaux pour peut-être payer et contribuer à payer leur scolarité ou bien les fournitures ou même les tenues. C'est clair qu'en ce moment, on n'est pas dans la même dynamique. Non, parce non, que là clairement, on se rend compte que sinon, l'argent que tu gagnes est pour toi. Sauf si tu décides d'en donner à tes parents. Ou bien de décharger tes parents. comme Prisca l'a fait. Mais je pense qu'il faut atteindre un certain niveau pour décharger tes parents. Parce que imagine que tu fasses ton petit commerce de bissap et qu'à la fin du mois, tu te retrouves avec un petit 5 000 francs. Non, c'est pas pareil. Elle, c'est un Moi, cas je gagnais beaucoup. Non, elle a gagné, c'est pour ça que je dis, elle gagnait beaucoup. Mais tu reconnais que quand tu es un enfant et qu'on te donne de temps en temps une pièce de 100 francs et que ton commerce te rapporte 5 000, bah, tu te sens le maître du monde. Bien sûr, tout est relatif. Tu es tenté de dire à tes parents, ça va. Mais ça va. Ça va.
Je gère jusqu'à la fin du premier mois. Non, en général, même on dit pas ça, hein, parce qu'on voit l'argent, on va compléter avec ça, on sera 2 fois plus riche. Non, on ne dit pas, papa, non, laisse, je gère. Ajouter. Il faut ajouter. C'est mon argent. Et la majorité des enfants même, en tout cas ceux qui sont un peu matures, ils épargnent. Ils épargnent. Ils Oui, épargnent. la caisse. Ils ne vont pas prendre leur argent bouffé, non. Ils épargnent. Toi, tu n'as pas eu de caisse? Ah, caisse en bois ou C'est vrai caisse que en de fer? temps en temps, on cassait sur le côté et on remettait les petits clous. Justement. Et justement, en fait, c'est vrai que tout ce qu'on dit, on est dans l'univers de l'enfance et tout cela, mais ça sert à quoi dans la vie générale d'un individu d'avoir ça? Apprendre la gestion financière, gérer son budget. C'est tout. Donc, quand on le fait petit, ça ne garantit pas forcément qu'on sera meilleur gestionnaire. Pas forcément, mais on a quand même une bonne base. Sinon, ça ne garantit pas. Parce que bon, dans la vie, on va rencontrer tellement de facteurs, qui peuvent t'amener à changer. Mais si tu restes en tout cas sur tes bases, ça te garantit une certaine discipline financière. La discipline financière, ça c'est important. Parce que comme elle dit, c'est vrai que quand on est enfant et qu'on a son argent de poche, il n'y a que nous dans la balance. Mais quand on atteint un certain niveau, il n'y a plus papa, il n'y a plus maman. C'est ça. Donc, tu dois payer la maison, les factures, tout et tout. Voilà, ça change forcément. Ça devient autre chose. Et ceux qui, par exemple, qui ont appris à épargner depuis le bas âge, vous allez voir que c'est généralement des gens qui réfléchissent à 2 fois avant de faire certains achats. Bien sûr. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que l'argent même est destiné à cela? Et ça t'évite quoi dans l'avenir? De tomber dans le cercle vicieux de l'endettement. Parce que tu as appris à te contenter de ce que tu as. Oui, de ce que tu as. Mais on nous dirait que c'est une démarche de prudence aussi qui fait que dans la société dans laquelle on vit, où le crédit fait bouger l'économie, bon, si on a des gens qui sont trop prudents, qui comptent sur ce qu'ils ont, qui épargnent pour s'assurer de dépenser, ça ne fait pas vivre l'économie. Est-ce que ce n'est pas un modèle aussi qui ralentit les affaires? Pas forcément. Tout est une question de choix de vivre. Et puis, je pense que personne ne nous impose comment gérer notre argent. Donc, c'est ton choix et tu assumes. Je suis sûre que vous deux, les banques ne vous aiment pas. Non, moi, franchement, quel que soit le projet que j'ai, je ne prends jamais de crédit à la banque. Non, parce que je n'aime pas la pression. Voilà, je n'aime pas la pression, parce que quand on est en pression, on est capable de faire souvent des bêtises. Je n'aime pas la pression. Donc, je gère mes choses à mon rythme, voilà. Et moi, j'ai eu des pères après qui, voilà, m'ont inculqué d'autres valeurs. J'ai mon papa en ce moment qui m'a dit, ne vis pas selon tes moyens. Vis en deçà de tes moyens. Ne vis pas au-dessus de tes moyens. Voilà. Et il faut se cultiver aussi. J'ai lu un livre qui m'a beaucoup apporté, La chèvre de ma mère. C'est un livre que vous devez lire. D'accord. La chèvre. Ça, c'est la recommandation du jour, La chèvre de ma mère. J'espère que vous allez le lire. Ça vous apprend à économiser au moins 10% de tous vos gains. Ça vous apprend à vous fixer un objectif, à ne pas tuer votre chèvre qui pourrait produire pour des besoins immédiats. Vous tuez votre chèvre. Alors que si vous la laissez se multiplier, vous avez le choix de prendre une chèvre, la tuer, la manger, mais vous avez d'autres chèvres. Vous l'avez laissé produire. Donc, on doit considérer son argent comme une chèvre. Il ne faut pas tuer sa chèvre qui peut produire un troupeau. Voilà. C'est vrai. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours forcément quand on est tout petit, parce qu'on se dit, ou quand on est un peu plus dans l'adolescence, dans la fièvre de la jeunesse. Bien sûr, c'est des choses qui viennent après. De tout de suite. Et ça, en fait, c'est important ce que tu nous dis, parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment que c'est un message que les jeunes, de façon générale, comprennent? Parce qu'on a quand même le sentiment, bien qu'ayant eu à apprendre à gérer son argent et à avoir compté les jours en attendant la fin du mois, on a quand même l'impression qu'on est dans une dynamique de tout de suite, de l'argent dépensé, ressembler aux autres. On est quand même dans un univers du paraître. Et le paraître, à quelque part, il faut des finances pour paraître. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on est conscient du rapport qu'on est censé avoir avec l'argent? Moi, je pense qu'on en est conscient. Vous voyez, il ne faut pas mettre tout le monde à la même enseigne. Aujourd'hui, on a une catégorie de jeunes
dames, de jeunes hommes qui sont entreprenants et qui n'ont pas envie de se limiter à ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont envie d'agrandir leur empire. Donc, il y a des gens qui savent que pour se réaliser, il faut économiser, il faut avoir un objectif, il ne faut pas tomber dans le suivisme. Donc, il y a forcément des personnes qui sont surexposées, qui te montrent que oui, elles ont le dernier, si elles ont le dernier, ça et tout. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vous montrent que la vie, c'est les moyens. Si tu veux atteindre ce niveau-là, il va falloir travailler. Donc, je pense qu'il y a toujours deux types de... Voilà. D'accord. Mais quand même, c'est pas facile. Hein? Quand tout le monde a le dernier et que tu n'as pas le dernier, tu es tenté de mettre tes économies dans le dernier. Non. On est différents. Il faut que chacun apprenne à se connaître. Chacun apprenne à s'accepter. Ça dépend de comment on voit la vie. Ça dépend de ses valeurs. Moi, tant que moi j'ai mon téléphone qui fait appel, qui me met sur WhatsApp, j'ai pas besoin du dernier. Si j'ai le dernier là, c'est qu'on m'a offert. Non. Je peux pas mettre 700 000 dans le téléphone alors que j'ai mon projet, je dois acheter 2 motos pour faire ma société de livraison et que mes 2 motos me font 700 000. Je peux pas. C'est une question de vision. Voilà. Exactement. Tout est une question de vision. Et en fait, c'est bien que ce soit une personne comme Prisca qui dise ça, parce qu'en général, on a envie d'avoir le téléphone que Prisca a, sans se demander comment elle l'a eu. Est-ce que moi, aujourd'hui, je suis censée vivre à son image parce que je ne gagne pas ce qu'elle gagne, je ne fais pas les affaires qu'elle fait, je n'ai pas les investissements qu'elle a, donc je ne sais rien en vrai. En fait, je pense que nous, comment on va dire ça, les influenceurs entre griffes, on a une grande responsabilité dans l'attitude de notre jeunesse. C'est vrai que les parents éduquent à la maison, mais nous, il y a des choses qu'on crée, qu'on déclenche chez les jeunes. C'est pour ça que moi, je ne me cache pas. Moi, je m'habille en friperie et je dis à mes followers, aujourd'hui, je suis allée dans tel coin, j'ai eu cette chaussure à 3 000 francs, j'ai eu cette robe à 2 000 francs, pour leur montrer qu'on peut être belle, présentable, chic, swag, sans dépenser des fortunes. Et que quand on arrive à se faire plaisir, à dépenser une certaine somme, c'est qu'on a travaillé. Moi, souvent, je travaille. Et puis, je me dis, bon, je m'offre ça pour me récompenser. Voilà. Donc, il ne faut pas montrer aux gens comme quoi la vie est facile, j'ai le dernier ci, j'ai le dernier ça. Est-ce que tu sais ce qu'elle a fait pour avoir le dernier là? Question. C'est la grosse question, comme on le dit. Donc, pour en revenir à notre sujet, quand on passe à l'argent de poche, l'objectif premier, quand même, reste de pouvoir inculquer à ses enfants une certaine notion de gestion financière. Parce que tôt ou tard dans la vie, on est amené à faire de la gestion financière. Bien sûr. Qu'on le veuille ou pas. Et justement, je vais faire une petite digression parce que souvent, les hommes disent « ouais, mais les femmes, elles ne savent pas gérer, elles pensent qu'on ramasse l'argent, elles sont tout le temps en train d'eux. » Alors qu'il y a des femmes qui savent. Ça, c'est un discours de macho, c'est un vieux discours même. Parce qu'on n'est plus à l'ère où c'est que l'homme qui rapporte à la maison. Voilà, on n'est plus à cette ère-là. Donc, même quand c'est que l'homme qui rapporte à la maison, ce que je veux dire, c'est qu'il y en a, en vrai, c'est lui qui pioche dans ce qui est prévu. Un exemple sans citer de nom. Il y a la prévision du mois qui est mise à disposition par monsieur. Il gère son argent. Bien sûr. Sauf qu'en cours de mois, il y a toujours une petite dépense à côté. OK. Et c'est madame qui gère, vu que madame ne fait pas rentrer de l'argent. Ce sont des imprévus qui viennent se greffer. Finalement, qui ne sait pas gérer? Les imprévus, c'est quel genre d'imprévus? Quand c'est monsieur qui vient piocher dans ce qui était prévu, alors que ça fait partie de ce qui n'était pas prévu. Donc ça fait des imprévus qui viennent quand même dedans, qui piochent dans la prévision du mois et qui fait qu'au final, à la fin du mois, on est obligé de compter les jours pour attendre avec impatience que ça finisse. Donc, le problème de la gestion est au niveau de qui? Moi, je dis toujours, ça dépend. C'est quel imprévu? Il y a des imprévus vitaux. OK.
Donc, à ce niveau, c'est un consensus. Ça ne devient pas de la mauvaise gestion, c'était impératif. C'était un imprévu. Maintenant, Impératif. voilà, si ce n'était pas vraiment impératif et que c'est monsieur qui vient piocher, c'est lui le mauvais gestionnaire. Ah ouais, vas-y. Je dirais dans ce cas-là que cela dépend. Ça dépend de l'imprévu. Justement. Oui, si c'est monsieur qui vient piocher dans ce qui est prévu pour la gestion de la famille, il ne peut pas dire que c'est la femme qui est la mauvaise gestionnaire. Non. Il faut qu'elle dise non. Et ça dépend, c'est ce que Prisca a dit, ça dépend de l'imprévu. Il y a des imprévus où tu peux dire non. Mais quand c'est un imprévu vital, tu ne peux pas dire non. Non, tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu vas devoir faire avec et vous allez compter les jours en attendant la fin du mois. Bah, et puis, toutes les femmes ne sont pas pareilles. Hein. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont très dépensières, mais il y a des femmes qui savent gérer. Par exemple, le livre dont je parle, La chèvre de ma mère, a été inspiré par l'auteur, a été inspiré par sa mère. Sa mère qui lui a appris à gérer, alors que lui, il dit qu'il a fait de grandes études et tout, mais il n'avait jamais pensé à ce modèle de gestion. Et c'est sa mère qui n'a pas été à l'école qui lui a inspiré ça. Donc, il y a des mamans, il y a des femmes qui sont des gestionnaires, mais extraordinaires. Voilà. Savoir gérer l'argent n'est pas lié au sexe, en fait. Non. C'est lié à chaque personne. Ouais. Il y a son histoire aussi. Hein. Justement. À son histoire. À son histoire, aux épreuves qu'on a traversées. Bien sûr. À son éducation. Bien sûr. Surtout à son éducation. Bien sûr. Bien sûr. Donc, on a souhaité quand même aborder cette question-là parce que, comme vous avez pu le constater dans le micro-trottoir, quand on parle de l'argent de poche, il y a des pour et des contre. C'est vite fait de se dire oui ou non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Mais après, derrière, qu'est-ce que ça apporte à un enfant qui bénéficie d'un argent de poche? En quoi ça contribue à construire l'adulte que cet enfant deviendra? C'est aussi des questions qu'il faut se poser avant de juste dire oui ou non, je ne suis pas d'accord. Donc, on est pratiquement à la fin de cette émission. Moi, j'ai envie de vous dire un grand merci, mesdames. Merci beaucoup. Surtout merci à toi pour cette recommandation de lecture. Mon réalisateur est dans mon oreille, il dit oui, effectivement, il y a ci, il y a ci. Voilà, aujourd'hui, on a tout pour s'élever. Intellectuellement comme spirituellement. C'est juste que beaucoup sont paresseux. Parce qu'à une époque, on n'avait pas toute cette facilité. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aller en librairie. Vous téléchargez le livre en PDF. Tout simplement. Donc, se cultiver, être curieux, chercher, apprendre. C'est vrai qu'on n'a pas tous fait finance, comptabilité et autres. Non. Mais avec un peu de recherche, de on curiosité. est tous des comptables. Voilà. Ah ben, faut pas compter voir. Alors, en conclusion, Awa, par rapport à la question de l'argent de poche pour les enfants, qu'est-ce que tu peux dire pour ramasser tous ces sujets-là? Ok, en conclusion, je dirais que l'argent de poche pour un enfant n'est pas une obligation, mais on peut le faire si on peut. Je veux dire, si on est dans les conditions de le faire, il faut le faire. Mais il faut définir les bases. Il ne faut pas juste prendre l'argent donné à son enfant, c'est ton argent de poche. Qu'est-ce que je veux apprendre à l'enfant en lui donnant de l'argent de poche? Il faut que cela soit bien défini. Il faut que ce que je veux lui transmettre comme valeur, comme éducation, soit clair dans sa tête. Sinon, dire que je suis pour ou contre, ça dépend de chaque parent. Ça dépend de ta vision pour ton enfant. Ça dépend du type d'éducation que tu veux donner à ton enfant. Et c'est à toi de faire le choix. L'âge aussi, cela dépend de chaque parent. Mais je conseille de ne pas donner de l'argent de poche aux tout petits. Il faut attendre que l'enfant ait un certain âge, une certaine maturité. C'est très important. Merci beaucoup, Awa. Alors, Prisca, tu es au Burkina pour combien de temps? Là, je suis en fin de séjour. Là. Je pars demain. Sûr? Je pars demain. Mais la porte est ouverte. Hein. Bah oui. Je vais revenir un peu plus fréquemment. Par exemple, on peut te faire perdre ton test PCR quelque part. Comme ça, c'est sûr que tu restes. Et en ce moment, c'est quoi les projets de Prisca? En ce moment, je travaille sur un spectacle, Drôle de femme. D'accord. Voilà, qui est prévu. Voilà, on a 2 dates de prévues, donc on est en pleine répétition. Et puis, on est en enregistrement aussi pour le Parlement du Rire. D'accord. Voilà. Et voilà, c'est ça. Des castings par-ci, par-là. Et puis, je suis toujours en écriture. Voilà. C'est ça.
On est impatient de te retrouver autant sur scène, au cinéma, doublement sur scène, pour l'humour, pour la musique. Qui sait, pourquoi pas un jour auteur d'un livre, vu qu'elle écrit beaucoup. J'y pense, j'y pense. Donc, l'arbre continue de produire, de produire. Faut pas se limiter. Un jour, on va l'appeler tout simplement la plantation. Yes. Merci beaucoup, c'était un plaisir de t'avoir sur ce plateau. En tout cas, c'est chez toi. Bien sûr. Tu reviens quand tu veux. Bien sûr. Comme tu veux. Bien sûr. Tu reviens chargé surtout. Quand on rentre à la maison, il faut amener quelque chose pour ceux qui sont à la maison. Ça, c'est sûr. Et c'est toujours un plaisir. Bon vent surtout. Merci beaucoup. J'aimerais, si vous permettez, dire merci à mon papa, Zongo. À notre papa, Zongo, à Gérard, voilà, qui m'a invité pour son festival. Et voilà, à tous ses parrains, toutes ces personnes de bonne volonté, monsieur Hassan Kabori, Alif Naba, Walib, voilà, toute ma famille ici, Smarty et tout. Merci beaucoup. Toi aussi, ma soeur. Si tu oublies ta petite soeur, on va faire une réunion de famille avec le papa pour dire bon, papa, on fait comment? Pardon, voilà. Non, mais c'est un plaisir, sérieusement. Alors, on te souhaite beaucoup de courage, bon vent, la grâce de Dieu dans tout ce que tu fais, qu'il t'accompagne, qu'il continue de t'élever pour que tu atteignes les sommets. Merci beaucoup. Tout le mal qu'on te Merci. souhaite. Je te ramène tous ces vœux-là. Tu es d'une intelligence. Waouh. Merci beaucoup. Eh bien, ouais, c'était un plaisir. À chaque fois qu'on aura besoin de toi, tu sais qu'on fera appel. Oui. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Et merci pour ton engagement auprès des enfants, parce qu'accompagner les enfants, ce n'est pas toujours évident. Et tu le fais avec beaucoup de plaisir. On te souhaite beaucoup de courage, surtout la force. Merci. Parce que même les parents, souvent, ce n'est pas évident avec leurs propres enfants. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Parce que même quand Awa est malade, elle se lève pour travailler. En fait, il faut vraiment qu'elle puisse. Elle est passionnée. Exactement. Il faut vraiment qu'elle ne puisse pas le faire pour ne pas le faire. Donc, que Dieu te donne encore plus de force. Amen, pour que tu puisses y arriver. Amen. Et bonne fin de Ramadan. Bonne fin de Ramadan. Merci. On espère un petit gigot là. Coco. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? En plus, il se peut que le Ramadan tombe avec l'ascension aujourd'hui, cette année. C'est une possibilité. Ça dit qu'il faut partager, sinon il y aura des restes à la maison. C'est le mois du partage de toutes les manières. Donc, il faut envoyer le gigot et puis bon, le reste, tu donnes à tes invités. Et à vous, chers téléspectateurs, on se dit à demain avec un autre sujet, d'autres invités. D'ici là, on vous souhaite de vous porter super bien, de rester fidèles au programme de la télé au cœur de nos défis. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Bye bye. Musique.